monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une Q&A qui va être la première que j'ai faite sur ma chaîne pour célébrer mes 2000 abonnés sur YouTube. Déjà un gros merci si vous êtes abonné à ma chaîne et si vous suivez mon contenu. Ça me fait tellement plaisir et c'est ce qui m'encourage à continuer. Je me régale de faire ces vidéos, j'y passe beaucoup de temps et de voir que ça vous plaît, que ça vous parle. C'est vraiment génial. J'ai mis un petit questionnaire sur Instagram il y a quelques jours pour récolter vos questions. J'avais aussi fait un post YouTube, donc je vais les regarder et essayer d'y répondre au mieux. Je pense que la vidéo va être divisée en deux parties, une plus vie personnelle, professionnelle et l'autre plus livre. On va commencer avec ce qui est plus vie perso et pro. J'ai vu que j'avais plusieurs questions sur pourquoi est-ce que je suis partie au Canada, pourquoi est-ce que je suis venue vivre ici, et aussi des questions sur quel était mon parcours professionnel. Comme les deux sont reliés, je vais en parler en même temps. Faut savoir qu'en France, j'ai fait des études d'ingénieur à l'INSA de Lyon, si vous connaissez. J'ai une maîtrise en biosciences et quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là, j'ai réalisé que ce n'était pas pour moi. Et je suis venue au Canada pour faire un baccalauréat qui est un peu l'équivalent d'une licence en criminologie. Pourquoi au Canada? Parce que ça fait partie des pays où ce programme-là est le plus réputé parce qu'il n'existait pas vraiment en France non plus. Et le travail social est, même si c'est pas l'idéal toujours, quand même beaucoup plus considéré au Canada qu'en France. Donc je suis venue ici principalement pour les études et parce que le Canada était un pays qui m'attirait beaucoup depuis des années. Donc j'ai fait d'une pierre deux coups. Donc officiellement je suis criminologue, je fais partie de l'ordre et tout, et je travaille avec les victimes d'actes criminels. C'est à peu près tout ce que j'ai envie de dire sur mon travail, en fait, de partager avec vous. Je pense que je préfère rester un peu discrète sur cet aspect-là de ma vie. Si jamais vous avez des questions plus particulières parce que c'est un domaine qui vous intéresse ou quoi, vous pouvez m'envoyer un message en privé par contre, il n'y a pas de souci. On m'a demandé aussi depuis quand j'étais arrivée au Québec. Je suis arrivée en août 2015, donc cet été ça va faire 8 ans. Et ça me paraît absolument fou que tant de temps ait passé. C'est incroyable la vie, incroyable. Et de quelle partie est-ce que je viens de France? Je viens du sud. Je viens du sud. Je viens du sud. J'ai beaucoup perdu mon accent par contre à travers les années vu que j'ai fait des études à Lyon. J'ai été à Paris pendant un an à peu près pour mon stage et mon début de travail, puis je suis venue au Canada. Je sais pas si vous l'entendez beaucoup, j'ai pas pris l'accent québécois, mais par contre j'ai pris beaucoup d'expressions québécoises. Une dernière question je pense sur le côté professionnel. À quoi ressemble ta semaine typique? Tu bosses dans quoi? Donc la deuxième partie j'ai répondu. Pour la première partie, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai été en arrêt de travail quand je suis rentrée de France, donc en septembre et octobre. Depuis j'ai commencé le travail progressivement, en augmentant petit à petit les journées. En ce moment j'en suis à 21 heures semaine. Et je dois dire quand même que je trouve que c'est un peu mon max que je peux faire en ce moment. Ce qui me convient pour ma santé mentale et à la fois pour mes autres projets aussi. Donc je travaille 3 jours semaine, ça peut varier, mais en principe c'est mardi, mercredi, jeudi. Ça me laisse le lundi, vendredi et la fin de semaine pour mes projets. Après, les journées en elles-mêmes varient. J'essaye les journées où je fais pas mon day job, comme je l'appelle, de faire un petit planning. Comme vous voyez, je le partage dans ma story Instagram, ma to-do list de la journée, j'aime bien faire ça. Donc le matin, souvent, je vais plus être à travailler sur le développement de mon contenu, donc que ce soit sur Patreon, faire des photos Instagram, préparer des posts, préparer des vidéos, tout ça. Ensuite j'aime bien me faire ma petite séance de sport si je peux, si j'ai pas d'autres rendez-vous. Et l'après-midi, soit je vais continuer à travailler sur mon contenu, filmer des vidéos comme je fais aujourd'hui, soit je vais lire. Depuis quelques mois j'organise pas mal de reading sprints qui aident à lire plus, mais ça prend du temps aussi. J'avais ma boutique de bracelets qui m'occupait pas mal à un moment, il y a toujours aussi des choses administratives à faire. Donc je pense que c'est à peu près ça. Si jamais ça vous intéresserait que je fasse un vlog une journée dans ma vie, les jours où je fais pas mon day job, vous pouvez me le dire en commentaire et peut-être que je pourrais vous filmer ça une journée qui serait quand même particulièrement intéressante. C'est une petite question personnelle en quelque sorte avant d'aller dans la partie
lecture et réseau des livres. Quelles ont été les réactions des gens in real life quand ils ont vu que tu t'étais rasé la tête? Alors ça dépend vraiment des personnes. Déjà j'avais comme préparé le terrain pour que certaines personnes soient plus prêtes mentalement, notamment ma mère, Yoann bien sûr j'en avais parlé, certains amis aussi, mon père aussi. Mon père a eu plus de mal avec ça, je vous dirais, ça a été comme plus difficile pour lui. Ma mère au début elle était comme oh, mais non pourquoi tu vas faire ça? Et puis après très rapidement elle m'a soutenue là-dedans, c'était plus comme une réaction de choc initiale je pense, puis après elle m'a soutenue et puis elle trouve que ça me va bien, donc je suis contente. Yoann il lui a fallu je pense 2 ou 3 jours pour vraiment s'habituer, mais maintenant il aime bien, des fois il est même comme moi, je préfère comme ça. Et puis j'ai l'impression que quand même au Québec c'est plus ouvert niveau expression corporelle, expression de genre, expression de ce que vous voulez. Donc les gens ont quand même vraiment bien réagi de façon globale, que ce soit mes amis ou mes collègues de travail. J'ai pas eu de réaction vraiment très négative là-dessus. Je vais enchaîner avec les questions sur les livres. Alors, tu lis plus en anglais ou en français ces derniers temps? Je n'ai pas encore fait mes stats pour la première partie de l'année, je ferai une vidéo là-dessus en juillet probablement. Mais de ce que j'ai vu des dernières années, je suis à peu près moitié-moitié. Et je pense que ça continue comme ça. C'est quand même assez équilibré entre les deux. Une question vraiment difficile. C'est quoi la saga que tu as le plus aimé? Oh là là, à chaque fois qu'on me demande mon livre préféré et tout, je trouve ça tellement dur. Mais je vais y aller avec ce que je vous dis toujours parce que ça ne change pas au fil des années. Peut-être qu'un jour ils seront détrônés, mais c'est pas le cas encore. Je vais dire les Pierre Bottero, donc La Quête des Willan, Les Mondes des Willan et La Prophétie des Marchambres, qui sont mes livres préférés de tous les temps. Je compte ça comme une seule saga parce que même si c'est 3 trilogies, ça se suit. As-tu lu All of Us Villain? Oui, je l'ai lu. Et c'était en 2021 je pense, il faisait partie de mes livres préférés de l'année. J'ai d'ailleurs la suite dans ma pile à lire de mai, mais ça part mal pour la lire ce mois-ci. Si tu devais garder un seul livre de ta bibliothèque, ce serait lequel? Mais c'est quoi cette question tellement difficile? Est-ce que je voudrais en garder un particulièrement beau ou particulièrement gros pour avoir de la lecture? Ok, imaginons, je décide de plus avoir de bibliothèque physique, que tous mes livres, je vais les vendre ou les donner, que je vais utiliser que les bibliothèques. Qu'est-ce que ce serait le livre que je garderais? One eternity later. Cette question est totalement impossible, mais pour pas redire Pierre Bottero, je pense que je vais dire Crescent City. Parce que je viens de recevoir ma nouvelle édition Ferreloot, donc j'ai une belle édition, parce qu'il est très gros et parce que je pense que je pourrais vraiment le relire plein de fois et ressentir plein d'émotions à chaque fois. Mais c'est une question vraiment difficile. Tu me demandes un autre jour et ma réponse pourrait être différente. Waouh, ça c'est aussi décris-nous ton roman idéal. Mon roman idéal, je pense qu'il y aurait de la fantaisie, une écriture vraiment visuelle et immersive, un peu comme Laini Taylor, Stéphanie Garbel, Roshani Chokshi, que j'aime beaucoup justement par comment elles nous entraînent dans leurs univers. Il y aurait sûrement une romance avec des moments comme impossibles ou déchirants, où ils peuvent pas être ensemble, où il y en a un qui se sacrifie pour l'autre, des trucs comme ça. Mais à la fin, il y aurait quand même un happy ending d'une façon ou d'une autre. Et il y aurait de la représentation de la diversité aussi. Tout ça serait vraiment pas mal. Je me rends compte que je suis en train de vous décrire pas mal ma lecture en cours qui est Un jour de nuit tombé et qui est partie pour être en 5 étoiles d'ailleurs. Je veux d'autres livres comme ça, s'il vous plaît. Combien de livres lis-tu par an? Alors j'en lis à peu près 200, sachant que je compte les romans graphiques, les BD, les mangas, parce que je trouve que ça équilibre avec toutes mes fantaisies de 700 et plus pages. J'avais aussi une question sur le post que j'avais fait sur YouTube. Arrives-tu à être encore surprise par certains romans après tout ce que tu as déjà lu? Et apprécies-tu toujours autant lire des choses que tu aimes mais simplement écrites différemment? Bis, bon courage pour la suite. Merci Marie. Alors pour la première partie de la question, est-ce que j'arrive toujours à être surprise? Oui.
J'arrive à être surprise quand on a vraiment un point de vue interne et que donc il y a des choses qui se passent dont on ne peut pas être au courant ou dont l'auteur ne nous donne aucun indice. Ça peut être le cas avec certaines enquêtes ou livres un peu qui sont basés sur le mystère où on n'a même pas des éléments à rassembler pour trouver qu'est-ce qui se passe. Il y a aussi des livres où on a les éléments et où je suis surprise. Mais par contre, et ça fait très longtemps dans ma vie que je devine beaucoup de choses qui vont se passer dans les livres. À chaque fois que je fais une lecture commune avec une amie et que je lui donne des suppositions suite à des petites phrases ou des petits éléments que j'ai remarqués, très souvent c'est ça qui va se passer. Donc j'ai l'habitude, on va dire, de pas être tant surprise que ça, dans le sens quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Par contre, des fois, je peux aussi être surprise tout simplement par un livre parce que je pensais pas l'aimer autant que je l'aimais. Par exemple, Emily White, Encyclopedia of Fairies, je l'ai commencé parce que le titre me tentait et tout, et puis au final, énormissime coup de cœur. Donc ça a été une surprise dans ce sens-là aussi. Bref, pour répondre rapidement à ta question, oui, ça m'arrive encore d'être surprise. Et est-ce que tu apprécies toujours autant de lire des choses que tu aimes, mais simplement écrites différemment ? Je peux toujours autant les apprécier, par contre je pense que je suis devenue plus difficile. C'est peut-être pour ça que j'ai du mal avec le young adulte en ce moment, parce que j'ai l'impression de revoir beaucoup la même chose. Et il faut qu'il y ait certains aspects particuliers pour que j'apprécie vraiment. Maintenant, je vais relever plus facilement certaines choses qui m'énervent, ou parce que ça suit les mêmes patterns, juste ça va pas m'intéresser plus que ça. Donc je peux toujours apprécier de lire les mêmes choses, mais je suis devenue plus difficile. On arrive à la dernière partie de ce petit Q&A qui est plus sur les réseaux sociaux. Lis-tu plus, moins sane depuis que tu as ta chaîne YouTube ? Alors c'est difficile de répondre à cette question parce que je pense que ce qui a changé ma lecture, c'est plus quand je suis arrivée sur Instagram. YouTube, ça n'a pas vraiment eu de changement. Avant d'être sur Bookstagram, je m'étais remise récemment à la lecture. J'avais une pause pendant mes études d'ingénieur, donc c'était assez récent que je m'y remette, que j'ai ouvert mon Instagram, je pense en 2018. Et une fois que Booksta a fait partie de ma vie, j'ai commencé à lire de plus en plus. Maintenant, ça fait quelques années que je suis autour des 150, 180, même 200 livres par an. Donc YouTube m'a pas forcément fait augmenter ça au-delà. Je pense que 200 c'est ma limite. On verra bien à la fin de l'année après parce qu'avec Reading Sprint j'ai l'impression de lire plus. Donc ça n'a pas vraiment YouTube qui a été un déclencheur de lire plus, mais plus Bookstagram. Qu'est-ce qui te plaît le plus et le moins dans la création de vidéos ? Le plus, c'est d'avoir les idées. Le moins, c'est que des fois j'ai pas les moyens de réaliser ces idées-là. Genre c'est très clair dans ma tête ce que je veux faire, mais ça marche pas dans la configuration de notre appart ou avec les moyens disponibles ou les outils ou mes capacités aussi de montage notamment. J'aimerais avoir un autre logiciel de montage, j'aimerais avoir une meilleure connaissance de comment monter les vidéos et les faire plus fun. Il faudrait que je trouve le temps de faire ça et pour l'instant je ne l'ai pas eu. Mais j'adore la partie où je vous parle dans les vidéos. Comme ce que je fais là en ce moment, j'adore parler et vous dire qu'est-ce que je pense d'une lecture en cours de route et tout ça, filmer mes réactions, ça j'adore. Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ton parcours ? Je pense que c'est ma ténacité, dans le sens que malgré que j'ai pas une croissance fulgurante où on voit plein de comptes qui commencent et qui décollent de suite, des gens qui ont commencé beaucoup plus tard que moi et qui ont déjà beaucoup plus d'abonnés et tout. Mais je me laisse pas décourager par ça, j'arrive quand même à me recentrer sur pourquoi je le fais et qu'est-ce que j'aime dans ce que je fais. Et puis j'arrive à être régulière aussi dans ce que je poste et ça je trouve aussi que c'est quand même quelque chose de chouette. Je vais finir avec la question, quels sont tes prochains objectifs pour tes réseaux et ton Patreon ? Mes prochains objectifs, bon bah clairement j'aimerais continuer à faire grandir ma chaîne YouTube pour que ça puisse être quelque chose que je peux ajouter, on va dire, une corde à mon arc en plus au niveau de ce qui est rémunération par les partenariats de livres et tout, parce que pour l'instant je le suis juste sur Instagram de temps en temps. Donc j'aimerais bien arriver à avoir une croissance suffisante pour permettre ça.
J'ai beaucoup d'idées de vidéos thématiques que j'aimerais faire. Je peux vous en dire quelques-unes au hasard. J'aimerais faire un lexique des Sarajimas et une vidéo aussi où j'explore les théories que les gens ont faites sur ces livres. De les relire, ça m'a remis dans ce mood-là. J'aimerais faire des vidéos un peu plus organisation, planification, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, faire des listes et cocher les choses des listes. J'aimerais faire plus de contenu donc dans ce sens-là. J'ai aussi prévu de faire une vidéo sur les annotations, une sur comment se mettre à lire en anglais. Comme vous voyez, j'ai plein d'idées, ça c'en est vraiment juste une petite partie, mais j'aimerais vraiment faire grandir notre petite communauté YouTube parce que je trouve que c'est enrichissant aussi. Des fois dans les commentaires, vous pouvez me donner des idées de vidéos, on échange et tout, et j'adore ça. Instagram, c'est un petit peu le même cheminement, mais dernièrement, j'ai beaucoup réfléchi aux posts que je faisais. Je me dis c'est quand même toujours des chroniques et j'aimerais bien proposer autre chose, vous savez les posts avec les slides sur des thèmes, soit des recommandations, soit des trucs un petit peu esthétiques, genre le kit du lecteur, des choses comme ça. Je réfléchis à faire ça en ce moment et je vais peut-être oser me lancer et tester. Et au niveau de Patreon, qui est mon activité créative principale du moment, qui a un peu remplacé ma boutique, c'est sûr que pareil, j'aimerais faire grandir la communauté des capables. Je trouve qu'on passe vraiment des super bons moments ensemble. J'adore comment on discute de nos lectures, les lectures communes qu'on fait. Ça m'inspire beaucoup pour faire des challenges aussi. D'ailleurs, le nouveau challenge va sortir pour le mois de juin. Donc ça m'alimente beaucoup ma créativité, le Patreon. J'ai encore une fois plein d'idées. J'aimerais dans peut-être quelques mois, selon la croissance que ça a, proposer des stickers, de la marchandise physique comme des tote bags aussi, des trucs comme ça. J'ai des idées en tête. J'aimerais faire un pot de pile à lire où en fait chaque mois je vais piocher un livre qui m'a été suggéré par un des membres de mon Patreon. Ça c'est peut-être un des premiers trucs que je vais pouvoir mettre en place parce qu'on n'a pas forcément besoin d'être beaucoup pour que ça marche. Pour l'instant je l'ai pas fait surtout parce que j'essaye de faire baisser ma pile à lire. Mais c'est un travail sans fin. Je pense qu'à un moment il va juste falloir que je me décide à faire ça parce que ma pile à lire ne va pas baisser, il faut être réaliste. Ça fait partie des quelques idées que j'ai. Je veux continuer à m'investir dans le Patreon vraiment parce que j'aime beaucoup ça. Et si jamais ça vous tente de nous rejoindre, de participer aux lectures communes, je fais aussi pas mal de concours, des reading sprints exclusifs, des challenges / readathon, plein de choses. N'hésitez pas. Et puis si vous avez des questions dessus aussi, vous pouvez toujours me les poser, il n'y a pas de problème. Voilà qui va conclure cette petite Q&A. Comme je vous disais, c'était ma première, donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à me les mettre en commentaire et j'y répondrai. Et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.